Les ordures vont avec les ordures, a annoncé mon père dans le micro, en brandissant le vieux livret d'épargne jauni que mon grand-père venait de me donner en secret. Il ne s'est pas contenté de s'en moquer. Il a laissé tomber le livret directement dans un seau rempli de glace pilée et de champagne. Alors que la foule éclatait de rire, je n'ai pas crié. J'ai plongé ma main dans l'eau glacée, ruinant ma robe de mariée pour sauver ses pages trempées, et je suis parti sans un regard en arrière. Avant que je ne vous révèle le secret caché dans ces pages mouillées et ruinées, et comment je l'ai utilisé pour détruire l'empire factice de mon père, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus cruelle qu'un membre de votre famille vous ait faite lors d'une fête? Je lis chacune de vos histoires. 3 jours plus tard, j'entrais dans la plus grande agence de la BNP en plein cœur de Paris. Le hall n'était que marbre et murmures feutrés, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi à Deauville. Je tenais le livret d'épargne dans une pochette en plastique. Les pages étaient froissées et tachées de résidus de champagne, ressemblant exactement à l'ordure que mon père avait décrite. Je m'appelle Élise et à 29 ans, j'ai passé ma vie à me rendre invisible. En tant qu'infirmière aux urgences, je suis douée pour ça. Je sais comment me fondre dans le décor pendant que les médecins hurlent et que les patients saignent. Je sais comment garder des secrets. Mais là, debout dans mon manteau acheté en friperie, attendant que la jeune employée arrête de taper sur son clavier, je me sentais exposée. Je dois vérifier le solde de ce compte, dis-je en faisant glisser la pochette sur le comptoir poli. C'est un cadeau. L'employée, une jeune femme d'à peine 20 ans, le prit du bout des doigts, son nez se plissant légèrement. Elle tapa le numéro de compte, s'attendant probablement à un message d'erreur ou à un solde nul. Puis elle s'arrêta. Ses doigts planaient au-dessus des touches. Elle cligna des yeux, se pencha vers l'écran, et son visage devint blême. « Madame, murmura-t-elle, la voix tremblante. S'il vous plaît, attendez ici. Ne partez surtout pas. » Elle n'appuya pas sur une alarme silencieuse, mais c'était tout comme. En quelques secondes, le directeur de l'agence et un homme en costume sur mesure, le directeur régional, se précipitèrent vers moi. Ils ne regardèrent pas mon manteau bon marché. Ils me regardèrent comme si j'étais une reine en exil. « Mademoiselle Mercier », dit le directeur en me guidant vers une lourde porte blindée à l'arrière. « S'il vous plaît, nous attendions que ce compte soit réclamé depuis très longtemps. » Ils me conduisirent dans un salon privé qui sentait le vieux papier et la poussière. Alors qu'ils allaient chercher le dossier, je m'assis dans le fauteuil en cuir et fermai les yeux. Et soudain, je n'étais plus dans la chambre forte d'une banque. J'avais de nouveau 12 ans. J'étais à genoux sur le parquet du bureau de mon père. Richard était assis dans son fauteuil, faisant tourner un verre de whisky, et me regardait. Il l'avait renversé exprès. Je le savais, mais la règle était simple, les filles nettoient, les garçons conquièrent. Antoine était sur le canapé, riant devant un jeu vidéo, les pieds posés sur la table que je venais de polir. « Tu as oublié un endroit, Élise, » dit doucement Richard. Il ne criait pas. Il préférait avoir un public pour sa cruauté. Il aimait voir la lumière s'éteindre dans mes yeux. C'était son théâtre. Quand grand-père Samuel essaya de m'aider à me relever, la voix de Richard devint un fouet. « Touche ce chiffon, le vieux, et je te mets dans une maison de retraite si vite que tu n'auras même pas le temps de prendre tes médicaments. » J'ai frotté jusqu'à ce que mes jointures saignent ce jour-là. J'ai frotté parce que je croyais que je n'avais aucune valeur en dehors de ce que je pouvais endurer. Le lourd cliquetis de la porte de la chambre forte me ramena à la réalité. J'ouvris les yeux. Je n'étais plus cette fille de 12 ans. J'étais la femme qui tenait l'allumette. Le directeur posa un épais dossier sur la table. Votre grand-père n'a pas seulement ouvert un compte épargne, mademoiselle Mercier. En 1982, il a établi un compte fiduciaire. Il a été l'un des premiers investisseurs chez Apple et Microsoft. Il a réinjecté chaque dividende dans le portefeuille, sans y toucher, pendant 40 ans. Il tourna le document vers moi. La valeur actuelle du compte, qui vous revient légalement à son décès, est de 12 400 000 €. Le chiffre était là, sur la page, noir et absolu. 12 400 000 €. Je le fixai. Je pensais au seau de champagne. Je pensais à Richard riant dans le micro, qualifiant cette fortune d'ordure.
Il avait tenu 12 millions d'euros dans sa main et les avait jetés parce qu'il était trop arrogant pour regarder à l'intérieur de la couverture. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur le compte, demandai-je, ma voix calme, clinique. Non, dit le directeur. Juste vous. Il est entièrement à vous. Je touchai le livret séché et ruiné. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une arme. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où la pointeur. Mon mari, Luc, ne leva pas les yeux quand je franchis la porte. Il était penché sur son ordinateur portable à l'îlot de la cuisine, entouré d'une forteresse de tableurs imprimés. L'air de notre petit appartement était électrique, chargé de l'électricité statique de quelque chose sur le point de se briser. Luc n'est pas seulement un analyste de données. Il est un architecte des secrets, un expert pour trouver les failles que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas un empire, Élise, dit-il, tournant enfin l'écran vers moi. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. C'est un système de Ponzi construit sur des prérelais et de Lego. Je regardais le moniteur. Je m'attendais à voir la richesse. Je m'attendais à voir les millions dont Richard se vantait à chaque gala de charité et dîner de famille. Au lieu de cela, je vis du rouge. Il est insolvable, dit Luc en tapotant un document. La procédure de saisie immobilière pour la villa à Deauville a commencé il y a 3 semaines. Le trust familial qu'il prétend gérer est vide. Il a fait circuler les mêmes 50 000 € entre 6 sociétés écrans différentes pour faire croire qu'il a des liquidités. Et voici le clou du spectacle, il a un contrôle fiscal. Le fisc lui a envoyé un avis de redressement le mois dernier. Je fixai les chiffres. L'homme qui avait jeté l'héritage de mon grand-père dans un seau de champagne n'était pas un titan de l'industrie. C'était un homme qui se noyait dans un océan de dettes. Il ne voulait pas seulement de l'argent. Il en avait besoin pour éviter la prison. Mon téléphone sonna. C'était lui. Je mis le haut-parleur. Luc arrêta de taper. Élise. La voix de Richard emplit la cuisine. Il n'y avait ni excuse, ni hésitation, juste la confiance effrontée d'un homme qui croyait toujours posséder le monde. Je pensais à cette bicoque que ton grand-père t'a laissée. La petite maison. Qu'est-ce qu'elle a ? Demandai-je. Ma main reposait sur la table pour calmer son tremblement, mais ma voix était de glace. Je vais te rendre un service, dit-il. J'ai parlé à mon avocat immobilier. On peut la liquider rapidement. Je m'occuperai de la vente, je t'obtiendrai un prix juste, et j'investirai les bénéfices dans l'entreprise familiale pour que tu aies un vrai retour sur investissement. Tu es infirmière, ma chérie. Tu ne connais rien aux impôts fonciers ou à l'entretien. J'essaie de t'éviter des maux de tête. Il voulait la petite maison. C'était la seule chose tangible que Samuel m'avait laissée, à part le livret. Elle valait peut-être 300 000 €. Une bouchée de pain pour un milliardaire, mais une bouée de sauvetage pour un fraudeur désespéré. Je ne vends pas, papa, dis-je. La ligne devint silencieuse. Puis le masque tomba. Écoute-moi bien, gronda Théil, sa voix baissant d'une octave. Ce vieil homme était mentalement sénile quand il a signé cet acte. J'ai des témoins prêts à certifier que tu as manipulé un vieillard gâteux pour qu'il te cède des biens familiaux. Si tu ne signes pas les papiers de transfert d'ici vendredi, je t'attaquerai en justice pour abus de faiblesse. Je te traînerai devant le tribunal des successions jusqu'à ce que tu sois ruiné. Tu me comprends ? Tu es complètement dépassée, Élise. Il ne me protégeait pas. Il cherchait des liquidités. N'importe quel actif qu'il pouvait saisir, vendre et verser dans son trou noir de dettes. Je comprends parfaitement, dis-je. Bien. Je te fais envoyer les papiers. La ligne se coupa. Je regardai Luc. Il n'avait pas peur. Il souriait, un sourire froid et acéré qui correspondait au sentiment qui montait dans ma poitrine. Richard pensait qu'il intimidait une fille sans défense. Il ne savait pas qu'il venait de nous donner le plan de sa propre destruction. Il était désespéré, et les hommes désespérés font des erreurs. J'ai attendu 24 heures avant de le rappeler. Le silence est un puissant amplificateur. Il laisse le désespoir s'installer. Luc et moi avons passé cette journée non pas dans la panique, mais dans la préparation.
Nous n'avons pas engagé d'avocat pour contester la vente de la maison. Nous avons engagé un graphiste pour créer un faux portefeuille de documents d'investissement. Quand j'ai enfin composé le numéro de Richard, j'ai livré la performance de ma vie. Je n'ai pas convoqué la femme confiante qui était sortie de la chambre forte de la banque. J'ai convoqué la petite fille de 12 ans, terrifiée à l'idée de renverser du whisky. « Papa » murmurai-je quand il décrocha. Je laissai ma voix trembler. Je suis désolé d'avoir raccroché. Je ne savais pas quoi dire. Tu devrais être désolé, lança-t-il. Mais le ton était moins tranchant. Il écoutait. Ce n'est pas seulement la petite maison, dis-je, modulant ma voix à la fréquence parfaite de la panique naïve. Je suis allé à la banque. Le livret. Il n'était pas vide. La ligne devint complètement silencieuse. Je pouvais presque l'entendre faire le calcul mental. Combien ? demanda-t-il. La cupidité suintait à travers le téléphone comme de l'huile. 12 millions, m'étranglai-je. 12 millions. Mais papa, je ne sais pas quoi faire. Le directeur de la banque a commencé à parler d'impôts sur les plus-values et de contrôles fiscaux, et je crois que j'ai des ennuis. Si le fisc découvre que j'ai ça, il en prendra la moitié. Je ne sais pas comment le cacher. C'était l'appât parfait. Je lui donnais exactement ce qu'il croyait de moi, que j'étais faible, stupide et incapable de gérer le pouvoir. Et je lui donnais exactement ce dont il avait besoin, une injection massive de liquidité pour couvrir ses propres crimes. « Écoute-moi très attentivement, Élise, dit-il. » Sa voix s'est instantanément transformée, passant de l'intimidateur au sauveur. C'était glaçant. Ne signe rien avec la banque. Ne parle à aucun avocat. Tu m'apportes ces papiers. Je peux les abriter sous le trust familial. On peut le classer comme un actif préexistant. C'est compliqué, mais je peux faire disparaître l'ardoise fiscale. Je fais ça pour toi, ma chérie. Pour te protéger. Me protéger ? Il voulait avaler l'héritage tout entier pour boucher les trous de son navire en perdition. On peut le faire ce soir, demandai-je. Non, dit-il trop vite. Il avait besoin de temps pour préparer les faux papiers de transfert. J'ai le gala de l'homme de l'année samedi à Paris. C'est parfait. Apporte les documents là-bas. On signera tout dans le salon VIP avant les discours. J'annoncerai l'expansion du fonds familial. Ça paraîtra légitime. Il voulait le public. Il voulait la gloire d'annoncer un gain de 12 millions d'euros comme étant son propre coup de génie. D'accord, dis-je. Merci, papa. Merci de régler ça. C'est à ça que servent les pères, dit-il. J'ai raccroché. J'ai regardé Luc. La peur a disparu de mon visage instantanément. Il a mordu, dis-je. Luc hocha la tête. Il imprimait déjà les documents que nous présenterions réellement. Il ressemblait exactement au formulaire de transfert standard que Richard attendrait. Même police, mêmes en-tête, mais les petits caractères n'étaient pas un transfert de fonds. C'était une attestation de responsabilité unique. Richard pensait qu'il attrapait une fille naïve dans ses filets. Il ne se rendait pas compte qu'il venait d'inviter le bourreau à sa propre fête. Le gala de charité de l'homme de l'année se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Ritz. Des lustres en cristal déversaient leur lumière sur les épaules de l'élite parisienne. C'était une salle pleine de vieilles fortunes, de pouvoir politique, dans le cas de mon père, d'une ambition désespérée et dévorante. Je suis arrivé à 19h55. Je ne portais pas les vêtements beiges et sages que Richard préférait me voir porter. Je portais une robe rouge structurée qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai traversé la foule, sans la contourner. J'ai vu Antoine près du bar, riant trop fort, déjà à son 3e verre. Il ne m'a pas vu. Il était trop occupé à jouer le rôle du dauphin d'un royaume qui n'existait pas. Richard était à l'avant de la salle, flanqué de 2 sénateurs. Il était radieux. C'était l'éclat d'un homme qui pensait avoir réussi le casse du siècle. Quand il me vit approcher, son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux se plissèrent. Il s'excusa et me rejoignit près des marches de la scène. « Tu es en retard » siffla-t-il entre ses dents,
gardant son sourire figé pour les photographes. Tu l'as? Je l'ai, dis-je. Je tendis le porte-document en cuir bleu. Il me l'arracha des mains. Sa cupidité était une force physique, vibrant de lui comme de la chaleur. Tout est là, demanda-t-il. Les autorisations de transfert, la procuration. Tout est là, papa. Exactement comme tu l'as demandé. Ça met l'intégralité des 12 millions sous le contrôle du trust familial. Tu as juste besoin de signer en tant qu'administrateur unique pour accepter les actifs. Il ouvrit le porte-document. Il ne lut pas les clauses. Il ne vérifia pas les définitions. Il ne vit que la ligne de signature. Un homme intelligent aurait demandé pourquoi le document était intitulé « Attestation de gestion historique et de responsabilité unique ». Un homme intelligent se serait demandé pourquoi les dates remontaient à 20 ans, le liant rétroactivement à chaque société écran listée en annexe. Mais Richard n'était pas intelligent. Il était arrogant. Il croyait si fermement en sa propre domination qu'il ne pouvait concevoir un monde où j'étais la menace. Il sortit un stylo Man Blank de sa poche. « Tu as fait ce qu'il fallait, Élise, dit-il en griffonnant sa signature avec emphase. Finalement, il me rendit le porte-document, dédaigneux, tournant déjà son attention vers le podium. « Va te trouver une place au fond, ordonna-t-il. J'ai une annonce à faire. » Il monta les marches de la scène. La salle se tut. Le projecteur l'éclaira. Je ne me suis pas retiré au fond. Je me suis déplacé sur le côté, j'ai photographié la page de signature et j'ai appuyé sur Envoyer. À 5 kilomètres de là, Luc l'a reçue, la joignit à la plainte de dénonciation que nous avions finalisée quelques jours plus tôt, et la téléchargea sur le portail sécurisé du ministère de la Justice. Quelques instants plus tard, Richard prit le micro. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il fièrement. « Ce soir, nous lançons une expansion historique de la Fondation Mercier. Un investissement de 12 millions d'euros dans l'avenir de cette ville. » Il avouait en temps réel, devant 500 témoins. Il revendiquait la propriété de fonds que je venais de lier à 2 décennies de fraude fiscale. Il pensait dévoiler son héritage. Il était en train de lire son propre acte d'accusation. Mon téléphone vibra. Reçu. Code de confirmation du fisc 99 alpha. C'est fait. Richard souriait encore quand l'écran LED de 20 mètres derrière lui clignota. Le logo de la fondation disparut, remplacé par un sceau du ministère de la Justice estampillé de lettres rouges, saisi des avoirs PAR l'État en cours. Dossier 8842. Les applaudissements se muèrent en silence. Richard se tourna, plus confus qu'effrayé. Son esprit rejetait une réalité qui ne correspondait pas à son scénario. C'était sa faille fatale. Pas l'ignorance, mais le sentiment que tout lui était dû. Il n'a jamais cru que quelqu'un qu'il jugeait insignifiant pouvait construire un piège assez grand pour le retenir. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. 6 agents de la police fiscale descendirent l'allée. Richard Mercier, ordonna l'agent principal. Éloignez-vous du podium. Richard s'agrippa au micro. Savez-vous qui je suis? Oui, répondit l'agent. Vous êtes l'administrateur unique qui a signé une attestation acceptant la responsabilité de 20 ans de comptes offshore non déclarés. Richard se tourna brusquement vers moi. Elle m'a piégé, ma fille. Gardez ça pour le juge d'instruction. Les menottes se refermèrent avec un claquement sec. Les flashs crépitèrent alors qu'on l'emmenait, dépouillé de sa grandeur, réduit à un homme en smoking de location. Je croyais que c'était fini. Ce n'était pas le cas. La porte du salon VIP claqua. Le verrou cliqueta. Antoine se tenait là, en sueur, le visage violacé, frénétique. Tu as tout gâché, siffla-t-il. C'était déjà gâché, dis-je. L'argent n'a jamais existé. Il attrapa un couteau à steak dentelé. Ce n'était plus de la stratégie. C'était l'instinct brut, le moment où l'illusion de la famille s'effondre et où le désespoir montre les crocs. Luc s'interposa entre nous. Ouvre la porte, Antoine. Antoine se jeta en avant. Luc attrapa son poignet, le tordit, et le braqua net. Le couteau dérapa sur le marbre. Quand les agents forcèrent la porte,
Mon frère sanglotait, non pas de douleur, mais d'insignifiance. C'était il y a 3 semaines. Ce matin, Deauville sans l'iode et le café frais. Je suis assise sur la terrasse de ma petite maison. La mienne. J'ai réparé le toit, enlevé le lierre, j'en ai fait un foyer. La libération sous caution de Richard a été refusée. Ses actifs sont gelés. Son empire, liquidé. Antoine a plaidé coupable. Aucun héritage ne l'attend, seulement du travail. Je brûle l'attestation sur la terrasse. Je n'en ai plus besoin. Le fisc et la justice ont déjà tout ce qui compte. Cette page n'était que la peur que je portais en moi. Luc s'assoit à côté de moi. Le transfert du compte est terminé. Tout est à toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je regarde l'océan. 12 millions d'euros. Rien, dis-je. Laissez fructifier. Je suis toujours infirmière. Toujours Élise. L'argent n'est pas le pouvoir. C'est une protection. La famille, ce n'est pas le sang. C'est celui qui se tient à vos côtés quand la chambre forte s'ouvre.